Au Mali, l'imam Mahmoud Diko lance à Bamako son mouvement. Lors d'un rassemblement largement considéré comme manifestant les visées politiques, il a dénoncé la gouvernance catastrophique du pays. Le procès du président soudanais déchu suit son cours au Soudan. Omar El-Béchir a donné 5 millions d'euros au groupe paramilitaire des forces de soutien rapide, d'après un témoin durant la 4e audience du procès. En Tunisie, l'ancien ministre de la Défense Abdelkarim Zibdi, l'un des 26 candidats à la présidence du 15 septembre, a organisé un rassemblement politique dans la station balnéaire de Monastir. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons justement par la Tunisie où les Tunisiens se préparent activement pour le scrutin qui donnera le successeur du président défunt Béji Caïd Essebsi. L'ancien ministre de la Défense Abdelkarim Zibdi, l'un des 26 candidats à la présidence du 15 septembre, a organisé un rassemblement politique dans la station balnéaire de Monastir. On fait le point à travers son reportage. Technocrate indépendant, Abdelkarim Zbidi, ministre démissionnaire de la Défense et candidat à la présidentielle tunisienne, souhaite remettre en marche l'ascenseur social et redonner davantage de pouvoir au président en changeant la constitution. Le pays s'est en effet orienté vers un régime parlementaire après la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali en 2011, ce qui limite principalement le mandat du président aux questions de défense et de diplomatie. Sorti de l'ombre après que le président Béji Caïd Essebsi l'a fait venir à son chevet avant son décès en juillet, ce médecin discret, plusieurs fois ministre, n'a jamais disputé d'élection politique. Je ne suis pas comme les autres politiciens, c'est vrai. Et je ne veux pas parler comme eux. Je ne veux pas d'insultes, de dénigrement ou de fausses promesses. Je ne veux pas avoir le même discours qu'eux parce que fondamentalement, je ne suis pas comme eux et c'est la différence entre un politicien et un homme d'État. Nous devons dire qu'il y en a assez de la mort de nos jeunes qui se noient en mer. Il faut dire qu'il y en a assez du chômage qui empêche nos jeunes de rêver. Nos enfants ne rêvent que de la migration et de quitter la Tunisie. Nous avons oublié nos enfants au sein du pays et à l'étranger. Le 15 septembre, notre devoir est de lutter contre les mafias et les bandits qui veulent tout avoir, y compris le peuple. Abdelkarim Zbidi prône une révision de la Constitution pour mettre fin à une gouvernance à deux têtes, chère aux partis forts au Parlement, dont la formation d'inspiration islamiste et Nanda. La conséquence de ce régime hybride, c'est un déficit d'État et d'autorité, car le pouvoir ne se partage pas, arsène-t-il. En tant qu'indépendant, il se dit prêt à coopérer avec tous les partis dans l'intérêt national, y compris Enanda, écartant une réactivation du clivage pro- et anti-islamiste qui avait mené Essebsi au pouvoir en 2014. Le procès du président soudanais déchu suit son cours au Soudan. Omar El-Béchir a donné 5 millions d'euros au groupe paramilitaire des forces de soutien rapide, d'après un témoin durant la 4e audience du procès de l'ex-chef d'État. Reportage. Samedi, lors d'une audience du procès de Omar El-Béchir au Soudan, la défense a appelé à la barre 2 témoins, dont un ancien conseiller de l'ex-président, le général Yasser Bachir. Ce dernier a affirmé que le président déchu lui avait donné 5 millions d'euros destinés aux redoutés paramilitaires des RSF, forces de soutien rapide. Il a ajouté que l'argent avait été reçu par le frère de Mohamed Hamdan Daglo, chef des RSF et ex-numéro 2 du Conseil militaire de transition qui avait dirigé le pays après la chute de Béchir. Il a précisé n'avoir pas eu de reçu, précisant que Béchir gardait toujours sur lui la clé de la chambre où se trouvait l'argent. C'était sous le regard de l'ancien président qui a assisté à son audience dans une cage métallique. Le second témoin, un représentant de l'Université internationale africaine basée à Khartoum, a également indiqué avoir reçu des fonds du bureau de Béchir pour son institution. Le directeur adjoint de l'université m'a donné 4 millions d'euros, disant qu'il avait reçu cet argent de la présidence, a-t-il ajouté. Destitué par l'armée en avril après des mois de manifestations contre son régime, Béchir a été inculpé en août de possession illégale de fonds étrangers et utilisation frauduleuse de ces fonds.
Les autorités avaient saisi en effet 6 900 000 €, 351 000 $ 770 et 5 700 000 livres soudanaises au domicile de Béchir. Il est accusé de les avoir illégalement acquis et utilisés et encourt plus de 10 ans de prison. Le 31 août, Béchir a affirmé devant le tribunal que ces fonds étaient un reste de 25 millions de dollars donnés par le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Ces fonds n'ont pas été utilisés à des fins personnelles, mais en tant que dons, avait-il affirmé. La prochaine audience a été fixée au 14 septembre. Lutte anti-drogue en marche en Guinée-Bissau. La police a brûlé près de 2 tonnes de cocaïne provenant de Colombie. Ceci est présenté comme la plus importante prise de l'histoire du pays. C'est à environ 25 km de la capitale Bissau, à Ilondé, que 1947 kg de stupéfiants contenus dans plus de 1600 sachets ont été incinérés en présence du Premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomes. La drogue dissimulée dans des sacs de farine avait été débarquée dans le port de Cayo. C'est là et à Kanchungo que la drogue a été saisie lundi. Nous pensons que la Guinée-Bissau n'est pas un narco-État. Le peuple bissau-guinéen ne mérite pas ce nom. Comme tous les autres États, malheureusement, on est touché par ce phénomène. Ils en profitent, disons, de la position stratégique de la Guinée-Bissau et un peu de la faiblesse de certaines institutions. 10 suspects, 3 Colombiens et 1 Malien et 6 Bissau-Guinéens ont été arrêtés depuis le début de l'opération. Celle-ci a été menée conjointement avec les services colombiens, brésiliens, américains et français. L'instabilité et la pauvreté ont favorisé l'implantation de narcotrafiquants qui utilisent cette ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest pour faire transiter la drogue entre l'Amérique latine et l'Europe avec la complicité présumée de hauts gradés. Après 7 mois de détention à la prison centrale de Kodingui, le procès de Maurice Kamto s'est ouvert vendredi au Cameroun devant le tribunal militaire de Yaoundé. À peine ouvert, le procès du principal opposant au président Paul Biya a été renvoyé au 8 octobre. Il doit être jugé notamment pour insurrection avec 88 de ses partisans. Pour le collectif des avocats en charge de la défense, les accusés n'ont rien à se reprocher. Reportage, Narcisse Oub, notre correspondant dans la région. Après plus de 7 mois d'emprisonnement, 92 personnes, dont Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle de 2018, ont été présentés ce vendredi au tribunal militaire de Yaoundé pour être jugés pour hostilité contre la patrie, rébellion et insurrection. Disons que ces chefs d'accusation, nous les avons analysés. Et j'avoue modestement, humblement, que je n'ai trouvé aucune situation, aucun fait qui puisse être rattaché à ces infractions, à ces charges qu'on met sur la tête de nos clients. L'audience a à peine commencé. Penda Koka, l'ancien conseiller économique du président Paul Biya, s'est écroulé. Témoigne de porte-parole de Maurice Kamto. Dans la confusion, l'audience a été suspendue, le temps de l'évacuer et de lui administrer des soins. C'est sans Penda Koka évacué vers un hôpital que le tribunal a décidé du renvoi de l'affaire au 8 octobre prochain. Pour le collectif des avocats, nos clients, 91, 92, concernés par cette procédure, n'ont rien à se reprocher. Nos clients n'ont commis aucune infraction qui mérite qu'ils soient là où ils se trouvent. Parce que si on commence à mettre les gens en prison parce qu'ils ont marché, ça veut dire qu'il faut se poser les questions sur la situation de l'état de droit au Cameroun. Pour rappel, ces opposants sont poursuivis pour insurrection, hostilité contre la patrie et rébellion, entre autres, à la suite des marches organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, peu après la présidentielle d'octobre 2018. Les accusés encourent la peine de mort, même si celle-ci n'est pas appliquée au Cameroun. Au Burkina Faso, la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo à l'élection présidentielle de 2020 se précise de plus en plus. Un millier de personnes se sont réunies samedi à Ouagadougou pour lancer un mouvement destiné à soutenir cette candidature de celui qui a été Premier ministre de l'ancien président Blaise Compaoré entre 1996 et 2000.
Bien que militant du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, le parti de Blaise Compaoré, Kadri Désiré Ouédraogo avait officialisé en février son intention de briguer la présidence. L'annonce de cette candidature avait suscité une polémique au sein du CDP, son président Edi Komboigo étant également pressenti pour être le candidat du parti. Désormais, c'est sans équivoque, CDP ou pas, l'ancien premier ministre de Blaise Compaoré sera candidat. En effet, 1 millier de personnes se sont réunies à Ouagadougou pour lancer Agir Ensemble, un mouvement destiné à soutenir sa candidature à la présidentielle de 2020. Le nouveau mouvement lancé a connu également l'adhésion de l'un des courants du CDP. Économiste de formation, Kadri Désiré Ouédraogo a été président de la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entre 2012 et 2016. Il a également été vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de 1993 à 1996 et ambassadeur du Burkina Faso auprès de l'Union européenne entre 2001 et 2011. Le Burkina Faso organisera en octobre 2020 la deuxième élection présidentielle post-insurrection, après celle de 2015, remportée par Roch-Marc Christian Kaboré, également un ancien proche de Blaise Compaoré. Tenant d'un islam rigoriste et bête noire du pouvoir, l'imam malien Mahmoud Dicko lance à Bamako son mouvement lors d'un rassemblement largement considéré comme manifestant les visées politiques. Il a dénoncé la gouvernance catastrophique du Mali. Reportage. L'imam Mahmoud Dicko, éminente figure religieuse malienne, a lancé samedi dans la capitale Bamako un mouvement. Les débuts de la coordination des mouvements, associations et sympathisants CMAS de l'imam Dicko passent pour un défi lancé au président Ibrahim Boubacar Keïta, au pouvoir dans ce pays confronté depuis 2012 aux insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes et aux violences interethniques meurtrières. L'influent prêcheur s'est défendu d'être un faiseur de roi et a persisté dans le langage de réconciliation, le rangeant du côté de ceux qui condamnent les agissements des djihadistes, mais prône un dialogue nécessaire avec eux, contrairement à un pouvoir qui le refuse. C'est un outil de travail, c'est un instrument pour tous les Maliens. C'est un mouvement, comme son nom l'indique. C'est vraiment pour débattre de tous les problèmes, interpeller quand il faut interpeller, faire des suggestions quand il le faut, pour que vraiment notre pays ait le grand temps d'arrêter cette saignée. Il est grand temps. Donc dialogue, c'est bon, mais dialoguer sur quoi et autour de quoi? Et ça, aujourd'hui, nous devrons pouvoir vraiment le faire. Si c'était moi, je n'allais même pas faire de TDR, parce que surtout, il y a à dialoguer. Il fallait peut-être laisser l'initiative au peuple pour définir lui-même le cadre et l'orientation qu'il donne au dialogue. Mais si on veut nous mettre dans un carcan pour dire que bon, il faut dialoguer, mais ne parle que de ça, ça aussi, même malgré tout, hein, il est bon de dialoguer et je suis favorable au dialogue. Président jusqu'en avril du Haut Conseil islamique, principale organisation islamique d'un pays à 90% musulmans, l'imam Dicko a fortement contribué à faire reculer les gouvernants sur l'octroi davantage de droits aux femmes, l'interdiction de l'excision et un projet de manuel scolaire prônant la tolérance envers l'homosexualité. Voilà qui referme donc ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.